Au chat, il n'y a pas de question là, je crois. Oui. Donc on va... Donc on va passer à la dernière communication de mon ami Jean Cany. Tu es avec nous, Jean? Oui, salut Philippe, je suis là. Tu m'entends? Très très bien, on t'entend. Je vais partager mon écran et est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon? C'est parfait, donc on te laisse la parole, Jean, sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, merci Philippe de m'avoir invité, surtout d'avoir proposé mon travail à l'Académie de chirurgie, et je voudrais remercier tous les académiciens de me faire l'honneur d'écouter ce que je vais vous montrer. Ça représente à peu près 15 ans de travail de ma vie de chirurgie d'épaule. On va donc parler du transfert de grand dorsal, et vous voyez avec cette animation 3D un des intermédiaires de la technique. Et pour répondre à la question de Philippe, je voudrais vous dire comment j'ai évolué et pourquoi j'ai évolué de la technique à ciel ouvert à la technique purement arthroscopique. Pour ce travail, je n'ai aucun conflit d'intérêt, c'est vraiment un travail de chirurgie. Et pour rappeler où et commence l'histoire, pour en rester comme moderne, c'est Christian Gerber qui le premier a proposé ce transfert tendineux postéro-supérieur du grand dorsal pour réparer les coiffes non réparables, en tout cas pour pallier à la coiffe non réparable. Il faut quand même savoir que Christian Gerber n'a pas inventé cette opération, il a recopié la technique de Hofer qui avait été publiée quelques années auparavant. Et en fait, c'est Alain Gilbert à Paris qui avait enseigné en 1984 à Christian Gerber cette technique. Pourquoi? Parce que quand Christian Gerber a été visiter Alain Gilbert, qui faisait de la pédiatrie, il a remarqué que les enfants qui étaient atteints d'une paralysie obstétricale du plexus brachial avaient la même présentation clinique finalement que les adultes qui n'avaient pas de rupture, qui avaient une rupture de coiffe non réparable. Et il s'est dit tiens, je vais la proposer. Alors depuis, les années ont passé, et ici en 2013, Christian Gerber, c'est lui qui a le plus grand recul sur cette opération. Il a montré des résultats satisfaisants qui semblent ralentir peut-être l'arthrose, donc l'évolution vers l'homme arthrose excentré. Et c'est lui le premier qui avait pointé le fait qu'il fallait quand même, pour cette opération, pour qu'elle ait un bon résultat, qu'on ait un sous-scapulaire en avant correct, et que si le teres minor, donc le petit rond, était présent, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Mais vous voyez, ici, il y a une méta-analyse avec de nombreuses références qui montrent que globalement, les patients sont satisfaits, mais il y a quand même un certain nombre de complications, 7% dans ce passe-pied sur 258 patients, surtout des hématomes, des infections, de très rares cas de lésions du plexus, et dans ces papiers-là, le nombre de ruptures du transfert est très modéré, très petit, 4%. Mais en fait, quand on regarde, on ne sait pas trop comment l'analyse, le diagnostic de rupture du transfert a été fait. Par échographie, par IRM, c'est très compliqué. En fait, je me suis mis un petit peu en question quand j'ai vu ces résultats. Vous voyez ici une autre présentation de plusieurs séries d'équipes depuis 1996, vous voyez. Et on se rend compte que quelle que soit l'équipe dans le monde, quelle que soit la période, avec des petites variantes techniques, il y a une série d'ailleurs de Philippe Valenti, vous voyez que l'amélioration de la fonction de l'épaule est correcte, mais n'est pas exceptionnelle. On a un gain de 20 à maximum 30 points dans le score de constant. On passe donc de 30 à 60. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Alors, dès 2007, je me suis quand même questionné là-dessus et je me suis posé la question. Finalement, est-ce qu'une technique mini-invasive pouvait diminuer les adhérences et avoir une meilleure course du transfert? Je me suis posé la question de la course du transfert, qui est un élément fondamental pour la fonction de ce transfert. Je me suis posé la question de la dévascularisation de ce transfert, du risque de rupture. Pourquoi finalement le transfert rond? Et comment être sûr que ce transfert rond? Je me suis posé la question de la visualisation des structures vasculo-nerveuses, même s'il y a peu de complications, en tout cas publiées. On peut quand même se demander si le fait de passer un si gros muscle en arrière ne va pas donner des lésions du nerf axillaire, dont on sait qu'il est fondamental pour la fonction du deltoïde. Et j'étais bien sûr tracassé par l'importance des hématomes, des sepsis, puisqu'on fait une incision dans le creux axillaire et qui
qui n'est pas toujours facile à gérer. Et donc, dans ces 15 dernières années, en quelques minutes, je vais essayer de vous résumer comment et pourquoi je suis passé de la chirurgie à ciel ouvert classique à la technique mini-open, puis la technique full arthroscopie, et je vais essayer de vous donner mes résultats. Je suis d'abord, j'ai replongé dans l'anatomie, et parce que la vision à ciel ouvert au laboratoire d'anatomie sur le patient et sous arthroscopie tout à fait différente, vous voyez que le pédicule du grand dorsal est à 13 cm de l'humérus, le pédicule du grand rond est à 8 cm de l'humérus. Il faut bien savoir où se trouve le nerf radial qui se situe à 3 cm de l'insertion humérale, qui croise et qui touche le tendon du grand dorsal. C'est bien sûr quelque chose de dangereux. Quand on passe d'une technique open dans le creux axillaire à une technique arthroscopique, on inverse complètement l'image, puisque en open vous passez par le creux axillaire, en arthroscopie vous passez par au-dessus. Tout est inversé. Ça peut paraître simple, mais dans la tête, ça fait quand même une courbe d'apprentissage. Vous voyez que la largeur de ce tendon du grand dorsal très plat est environ de 3 cm. Et ce dessin n'est pas très détaillé, mais il y a des anastomoses détaillées avec le tendon du grand rond qu'on va voir. Et la longueur maximale de ce tendon est de 8 cm, en tout cas moyenne, pas maximale. Ce qui fait qu'on peut aller très très loin. Et c'est vrai que la courbe de ce transfert est absolument extraordinaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je reste fidèle à ce transfert dans beaucoup de mes indications. On va pouvoir le mettre en arrière, mais on va pouvoir le mettre en avant également. Et une des difficultés, je vais passer par étapes les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est un topo très technique, mais à mon avis, la technique de ce transfert est tellement difficile que ça peut être une cause d'échec, tout simplement. Il faut savoir libérer à la pointe de l'omoplate, c'est très facile à ciel ouvert, beaucoup plus difficile sous arthroscopie. Après avoir passé de longues années en position latérale, je suis passé en beach chair, donc en position demi-assise. Voici, au départ, je faisais donc une incision axillaire qui est devenue progressivement de plus en plus petite, et je vous garantis qu'avec cette incision de quelques centimètres, vous pouvez tout à fait faire un prélèvement complet du grand dorsal, disséquer les pédicules et aller jusqu'à la pointe de l'omoplate. Mais la fixation humérale, je suis très vite passé à une technique arthroscopique que je vais vous expliquer. Mais vous voyez que l'idée, c'était de s'éloigner au plus possible du creux axillaire pour éviter les infections. Alors là, il faut vraiment avoir le 3D dans la tête, et il y a quand même des gros vaisseaux et des gros nerfs. Il va falloir comprendre ce qu'est l'espace triangulaire. Et pour les anatomistes que vous êtes, c'est pas un souci, mais le nerf axillaire lui passe dans l'espace quadrilatère entre l'humérus et le long triceps. Le long triceps, c'est vraiment le repère de cette région. Il faut aller en dedans du long triceps, et c'est là qu'on va trouver l'espace triangulaire, et c'est là que va se faire le passage. C'est assez profond comme endroit. Ensuite, l'idée, c'est de détacher en avant le grand dorsal, plus ou moins le grand rond, on va le voir, et le passer en arrière. Donc ce transfert d'avant en arrière pose vraiment un problème, j'allais dire, de géolocalisation. Vous voyez ce que ça peut donner ici, ce que c'est l'espace triangulaire. On est ici dans l'arrière de l'épaule, on est sous arthroscopie. Voilà le long triceps que vous voyez. Un peu plus en dehors, vous voyez une des branches du nerf radial qui rentre dans le deltoïde. Et c'est vraiment très médial qu'il faut aller, faire attention à cet espace quadrilatère qu'il faut épargner. Surtout ne pas passer dedans, parce qu'il y a un risque de paralysie du nerf axillaire. Et je pense que c'est une erreur qu'on peut faire quand on est à ciel ouvert, parce qu'on ne voit pas aussi bien. Voilà l'espace triangulaire. Alors encore une fois, sous arthroscopie, on va passer en avant. Et comment va-t-on faire pour disséquer ce grand dorsal et ce grand rond? Je vous rappelle que ce double transfert est séparé du grand dorsal, du grand pectoral par la gouttière du biceps, là où vous voyez la flèche bleue. Et le fait de mettre la tête en rotation interne, le bras en rotation interne, vous allez ouvrir cet espace de travail qui va vous permettre de mettre l'arthroscope à l'intérieur et de pouvoir progresser. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le nerf radial, encore une fois, qui va toucher le grand dorsal, et vous avez le nerf axillaire ici qui va plonger dans l'espace quadrilatère, et vous avez les three sisters, les trois sœurs, les branches antérieures de l'artère circonflexe qui sont assez volumineuses et qui soulignent le bord inférieur du sous-scapulaire. C'est vraiment, il faut voir tout ça. Voici une vue de profil. Vous voyez que le nerf radial aura un trajet horizontal, le nerf axillaire aura un trajet vertical. Alors, voilà ce que ça donne, par exemple, et un tout petit cliché rapide. Vous voyez ici tout ce qui est blanc,
c'est le grand dorsal, il est facile à reconnaître. Je vais vous montrer le nerf radial que vous voyez en haut à droite. Vous voyez ici le petit schéma, et on voit parfaitement bien ce nerf radial. On le voit beaucoup mieux qu'à ciel ouvert. On le voit même qu'il va donner des petites branches pour le long triceps. Et d'ailleurs, ce sont ces branches-là qu'on va utiliser pour la neurotisation du nerf axillaire quand il y en a besoin. Voici ici donc ce qui se passe, vous voyez, donc voilà la vraie vie. Donc j'ai arrêté de faire cette technique à ciel ouvert, mais voilà le pédicule du grand dorsal que l'on va disséquer quand on est à ciel ouvert, qui nécessite une chirurgie assez large. Vaut mieux le libérer, bien que Christian Gerber dise que ce ne soit pas essentiel parce qu'il va monter tout seul. Tout dépend finalement si on veut aller très très haut sur la tête du lumérus ou si finalement on veut s'arrêter à la face postérieure. Alors je dirais que là on aborde un aspect technique qui est certainement le plus difficile, c'est la séparation entre le grand dorsal et le grand rond, teres major et latimus dorsi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des variations anatomiques extraordinaires, extrêmement fréquentes, et on pourrait même les appeler le tendon conjoint, tellement c'est parfois intime. En tout cas, si les tendons se décollent assez bien l'un de l'autre, les intrications musculaires sont assez incroyables, et ça va être une des difficultés techniques à ciel ouvert, et bien sûr sous arthroscopie. J'en arrive au long triceps et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'était le septum intermusculaire parce qu'on le voit peut-être à ciel ouvert. En tout cas, si on ne sait pas ce que c'est, on va le libérer sans le savoir. Mais en tout cas, si vous ne libérez pas ce septum entre le grand dorsal et le long triceps, vous ne pourrez pas lever votre grand dorsal et le mettre très très haut. Il va falloir, voilà le grand dorsal dans les deux flèches en haut, voilà l'expansion du long triceps. Voilà l'animation et la vraie vie. Vous voyez, cette connexion, ça semble très facile, bien sûr, sur ce dessin animé. Ça peut être un enfer total. Voilà le grand dorsal que vous voyez en blanc. Voilà l'expansion aponévrotique vers le long triceps que je libère. Ce sont en fait des fibres à 90 degrés. Et si vous ne libérez pas ça, vous ne pouvez pas lever. Voilà le grand rond qui est en arrière. Alors, continuons, et là, c'est quand on est à ciel ouvert, il va falloir faire de la rotation interne, comme je vous l'ai dit, le plexus brachial est juste au-dessus, finalement, et le nerf radial surtout. Excusez-moi pour le son, j'ai oublié de le couper là, ça ne va pas durer longtemps. Et là, il va falloir donc, là où vous voyez la lame de bistouri, en fait, il y a le nerf axillaire qui est juste derrière le ciseau, là, la portion inférieure. C'est assez dangereux, et comme vous le voyez, on ne voit absolument pas à ciel ouvert, sauf si on va vraiment le chercher, on voit très très mal le nerf axillaire, alors qu'on le voit parfaitement bien sous arthroscopie. Enfin, c'est la libération de l'apex de la scapula, cette connexion, cette adhésion, et cette adhérence est n'est pas permanente, mais elle est assez fréquente malgré tout, et elle va vous embêter. Là, je suis en mini-open, vous l'avez compris, on n'est plus du tout en large ouverture. C'est un aspect les plus techniques sous arthroscopie, et vous allez le voir, il va falloir faire ce qu'on appelle un triple Krakow suture sur les deux berges du tendon, parce qu'il y a plusieurs façons de le fixer. Soit vous allez le tubuliser pour faire un tunnel et mettre une vis interférence, ou un bouton, ce qu'on a fait avec Philippe Valenti pendant des années, qu'on a arrêté à cause du risque de rupture que je vais vous montrer. Soit on le fait à plat finalement, pour être le plus biologique possible au niveau de la cicatrisation. Et pour cela, je vous ai laissé la vidéo. Pour cela, vous voyez ici, on va le fixer sur la tête du lumérus en arrière, bien à plat, pour qu'il cicatrise au mieux. Et l'idée, déjà, quand j'ai fait cette vidéo, c'était pas de chercher à monter over the top, au-dessus de la tête du lumérus. L'idée, c'était tout simplement de le tirer et de rebalancer l'épaule entre le sous-scapulaire devant, qui est supposé être sain, et le grand dorsal derrière, qui est supposé rééquilibrer l'épaule pour lui redonner une bonne amplitude. On parle sur le principe, vous voyez ici le transfert qui est tendu, voilà le transfert qui est en place, et regardez bien les repères métalliques dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai mis ces repères métalliques quand j'étais à ciel ouvert, et je vais vous dire pourquoi. Ces repères métalliques que vous voyez peut-être sur la radiographie ici, regardez bien, ils sont distants ici de 5 cm sur la radio. Or, quand j'ouvrais, à l'époque où j'ouvrais complètement l'incision axillaire, je mettais 3 marqueurs distants de 2 cm. À partir du moment où sur la radiographie vous avez un marqueur qui se situe à 5 cm de son précédent, c'est qu'il y a une rupture du transfert. Donc au-delà de toute échographie qui est subjective ou de tout IRM qui est incapable d'enfiler parfaitement le transfert, on a ici un critère objectif, je ne veux pas dire absolu évidemment, mais un critère beaucoup plus objectif que les autres techniques pour prouver
prouver si oui ou non votre transfert est rompu. Alors j'ai repris 150 de mes transferts et j'ai divisé en deux groupes. Ceux pour lesquels le transfert était rompu, c'était le groupe 1, et ceux pour lesquels le transfert était cicatrisé, c'était le groupe 2. Alors voici les résultats. Ça peut paraître évident, mais encore fallait-il le montrer. Lorsque le transfert est rompu, le transfert ne fonctionne pas, le score de constant n'est pas amélioré. Lorsque le transfert est cicatrisé, le patient est amélioré, le score de constant est significativement augmenté et cette publication a été faite dans Arthroscopie. C'est très important parce que ça veut dire que biomécaniquement, ce transfert est actif. Et c'est la question que beaucoup de nos collègues sceptiques nous posent. Est-ce que votre transfert est vraiment actif? Comment pouvez-vous le prouver? Cette publication apporte un élément de réponse. Voici la deuxième publication qui nous a paru importante. Je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs façons de fixer le tendon sur l'humérus. Soit par un tunnel en le tubulisant, c'était notre première idée, on a suivi nos amis du genou, on s'est dit qu'ils avaient une grosse expérience de l'arthroscopie et de la fixation avec la vis d'interférence, on a voulu faire pareil. Dans le groupe numéro 2, vous voyez qu'on s'est contenté de le mettre over the top, sans tension mais à plat. Et dans le groupe numéro 3, comme je vous ai expliqué, on a juste cherché à rebalancer l'épaule, on n'a surtout pas cherché à couvrir la coiffe des rotateurs. Et vous voyez de façon significative que le risque de rupture est majeur quand on fait un tunnel. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un killer turn, enfin, on l'a interprété comme ça, on tire trop sur le transfert, il nécrose, il y a un problème de vascularisation. Donc plus il y a un tournant agressif dans l'os et plus le tendon est tendu, plus il risque de nécroser. Actuellement, avec les techniques de fixation postérieure à plat, on est à 15% d'échec anatomique. Alors pour terminer, je vous la présente, cette technique purement arthroscopique que je fais maintenant depuis 2018 et qui est en cours d'évaluation. C'est une technique full arthroscopique et j'ai mis 15 ans à arriver à faire ça pour bien comprendre les choses et surtout j'ai voulu attendre d'avoir mes résultats sur la cause des ruptures avant de pousser la technique plus loin. C'est pour ça que quand on dissèque maintenant, on cherche à faire la fixation postérieure, on ne fait plus de tubulisation, on ne fait plus de fixation transosseuse, on cherche à se mettre en arrière du footprint de l'infraépineux. Ici, vous êtes en arrière, vous allez voir le long triceps qui est là, vous voyez, et je vais en dedans du long triceps, en arrière, vous avez le deltoïde en arrière, et vous allez ouvrir cette aponévrose qui est en dedans du triceps, et vous tombez sur le grand rond. C'est déjà le corps musculaire du grand rond. Donc ça veut dire que vous êtes déjà dans l'espace triangulaire, vous êtes très très loin et très médial. C'est pas la peine, quand c'est aussi précis, d'aller chercher à disséquer l'espace quadrilatère. Et là, vous allez mettre ce qu'on appelle un shuttle relais, c'est-à-dire une tige avec un loop. Et maintenant, je suis en avant de l'épaule. Là, je suis sous le grand pectoral, je vais ouvrir l'aponévrose clavipectoro-axillaire et je vais immédiatement tomber sur le grand dorsal, c'est très facile à voir. Puis avec un stick, très prudemment, vous allez vous exposer. Là, je suis sur le bord supérieur du grand dorsal, c'est ce tendon blanc, c'est une nappe blanche, je touche l'humérus. Et le muscle rouge en arrière, c'est le grand rond. Et vous voyez que le grand rond a une direction tout à fait différente du grand dorsal, il est oblique, alors que le grand rond est transversal, alors que le grand rond est oblique. Voilà le nerf radial qui touche le bord distal du grand dorsal, et vous voyez comme il est proche. Regardez les branches terminales pour le long triceps qu'on utilise parfois donc pour la neurotisation du nerf axillaire. Là, c'est un moment où il faut parfois éviter le bistouri électrique et prendre un ciseau je ne veux pas dire de microchirurgie, mais on est très proche de la microchirurgie. J'ai fait, quand j'étais en pédiatrie, beaucoup de microchirurgie, de transfert tendineux, de transfert d'orteils. J'avais l'habitude de la microchirurgie de ces lambeaux, c'est certainement ce qui m'a mis à l'aise avec ces structures vasculaires. Voilà l'étape la plus difficile dont je vous ai parlé. C'était long à comprendre comment faire la manipulation à 4 mains, parce qu'on est à 4 mains avec votre assistant, ici une assistante entre autres, et on va donc au milieu de ces éléments vasculaires et neurologiques que vous avez parfaitement contrôlés, disséqués. Regardez ici, je prends un ciseau d'endoscopie, c'est de l'endoscopie, il fait 20 cm de long celui-là, on va pouvoir aller très très loin.
Du moment que vous voyez, et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas une goutte de sang, pourquoi? Parce qu'on est dans des plans anatomiques. Il n'y a pas de réparation, on dissèque une anatomie qui est complètement normale. Si c'est bien fait, vous êtes dans les plans, il n'y a pas de difficulté technique particulière, il faut savoir où on est, et il n'y a même pas tellement de pression d'eau. Donc vous allez prendre, et là c'est pour des raisons techniques, j'ai modifié un peu ma technique, je prends en bloc le grand dorsal et le grand rond, parce que je considère à ce stade-là que c'est encore trop difficile de les séparer tous les deux complètement, même si par exemple Laurent Lafosse préfère les séparer, mais il met un peu plus de temps, il est obligé de faire une voie axillaire, sa technique est beaucoup plus compliquée que celle que je vous montre là. Mais c'est très important de faire cette libération et de faire donc ce triple Krakow sur le bord à la fois distal et le bord proximal sur 2 à 3 cm, parce qu'évidemment quand vous allez le libérer, il ne faut pas que ça lâche. Et là c'est le long triceps que vous voyez, on est au dedans. En dedans du long triceps, ce que vous voyez en blanc en transversal, c'est le long triceps. Vous allez très loin et là, vous allez couper le septum intermusculaire, ce dont je vous ai parlé. Et si vous ne le coupez pas, vous ne pourrez jamais monter votre double transfert. On est au-delà du nerf radial que je touche avec mon ciseau, vous voyez. Et là, si vous poussez loin, vous allez jusque sur l'omoplate, ce qui est tout à fait possible. Puis, l'idée, c'est de le basculer de l'avant à l'arrière. Et là, c'est le 3 dimensions dans la tête, c'est un peu compliqué. Je vais chercher... Là, vous avez ce qui est jaune, c'est le paquet axillaire, donc il faut faire attention, mais vous allez voir que je retrouve en avant le stick que j'avais mis en arrière, vous vous rappelez, dans l'espace triangulaire. Voilà donc en dedans du long triceps, mon stick et mon loop. Je vais simplement en aller-retour d'avant en arrière, et le travail est fait devant, je tire mon transfert en arrière, je continue la libération le plus possible en avant jusqu'à la pointe de l'omoplate. Et là, je me retrouve de nouveau en arrière. Vous voyez que le double transfert passe par l'espace triangulaire. On a c'est un code, le fil bleu, tigré bleu est toujours en dedans. Le fil tigré vert est toujours en dehors. On va le mettre à plat. Les encres seront sur le sommet du footprint de la tête du numérus, et le fil bleu, le fil vert sera latéralement. En conclusion, et je vous remercie encore une fois de pouvoir m'exprimer dans cette académie mythique de chirurgie, je veux dire, cette technique arthroscopique permet de mieux contrôler l'ensemble des pédicules. On évite les complications. Je fais ça depuis 2018 et je n'ai plus d'hématome ou d'infection, il n'y a plus d'incision. Et on contrôle tellement mieux le double transfert. C'est vrai que comme on ne cherche plus à monter over the top, on ne cherche plus à avoir une grande libération, eh bien on peut se contenter d'être postérieur et la technique devient maintenant vraiment réalisable. Je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter de partager l'écran, Philippe, voilà, merci. Voilà, merci Jean Cany, c'est très intéressant ta communication au sein de l'Académie nationale de chirurgie, parce que on voit très bien que l'outil c'est l'arthroscopie, mais la base c'est toujours l'anatomie. Et c'est une région qui est quand même très complexe. Le chirurgien de l'épaule est à la fois un chirurgien du nerf, du vaisseau. Quand on fait cette chirurgie de lambeaux, on s'aperçoit qu'il faut des bases solides. Ça nous rappelle la communication d'Alain-Charles Masquelet ce matin sur les bases anatomiques, la lecture, l'apprentissage, les nombres de dissections. Et je connais bien Jean Cany, très souvent on est encore sur le cadavre pour essayer d'améliorer la technique. Et c'est un travailleur hors pair et il a réussi, à force de persévérance, de mettre l'arthroscopie au service de l'anatomie. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir tes résultats du full arthroscopique pour convaincre du bienfait de moins de complications, moins d'hématomes, moins d'infections. Simplement, je te poserai une simple question, qui est une question de base pour moi, parce que quand on veut réanimer une fonction, on utilise souvent un tendon pour réanimer une fonction. Là, tu utilises deux tendons, c'est le débat permanent. Tu utilises deux tendons, le teres major et le grand dorsal. On sait qu'ils travaillent différemment, on sait qu'ils ont une course différente, une direction différente, et tu vas les transférer ensemble. N'as-tu pas peur, et ça c'est une question que je t'ai déjà posée probablement, qu'il y en a un seul qui travaille et que l'autre ne travaille pas, et que peut-être que garder le teres major, qui est un abaisseur, sur une épaule déjà qui n'est pas très équilibrée,
Est-ce que tu ne trouves pas un inconvénient à faire ce double transfert? Philippe, je te remercie de cette question. Tu me l'as posée, mais je t'ai pas toujours répondu directement là, sur ce point-là. Pour être très honnête, et je crois que vous l'avez tous compris, c'est pour des raisons techniques que j'ai décidé de prendre un double transfert. Laurent Lafosse ne prend que le grand dorsal. J'ai essayé. Quand je fais le transfert en avant, je prends que le grand dorsal. Et j'ai vraiment l'habitude de cette décision entre le teres major et le grand dorsal. C'est parfois facile, c'est parfois très compliqué. Pour être très honnête, Philippe, c'est pour des raisons techniques que je continue à faire ça. Je suis tellement content de mes résultats et j'irai maintenant au-delà. J'ai le sentiment, mais je ne l'ai pas encore prouvé parce que je n'ai pas publié ma série depuis 2018, Full Arthro, mais je peux déjà te parler de mes résultats. J'ai le sentiment que j'ai moins de ruptures et que c'est plus fort. Voilà, alors si j'ai le sentiment, mes résultats sont meilleurs. C'est-à-dire que le grand dorsal seul n'est peut-être pas assez fort pour contrebalancer un sous-scapulaire. Or, tu sais comme moi que le sous-scapulaire, à lui seul, c'est 50% de la force de la coiffe des rotateurs. Donc, le grand rond est beaucoup plus fort que le grand dorsal. Sa course est moins importante. Et là, tu as tout à fait raison. Avant, Philippe, on cherchait à le mettre over the top. Et le grand rond ne peut pas aller over the top. Et comme maintenant, on a décidé de rester derrière, puisque on avait moins de risque de nécrose et qui était juste pour contrebalancer le sous-scapulaire, il n'y a aucun problème pour prendre le grand rond avec. C'est simplement que le grand rond, on le tire, et le grand dorsal, on le tire un peu moins. Ils se mettent automatiquement ensemble. Alors tu dis qu'ils n'ont pas la même course, pas la même fonction, c'est vrai, mais ils sont quand même très très conjoints quand même. Et de toute façon, quand on a une indication de transfert tendineux, il y a à la fois un problème de déficit d'élévation et de rotation externe, et pourquoi pas finalement prendre les deux. Voilà, je te retourne la question, pourquoi pas prendre les deux, mais c'est tout ce que je peux te dire. Merci. Alors, on va... Une question, il y a des questions parce que ça a intéressé beaucoup les académiciens. Oui, vous êtes un excellent opérateur, mais vous faites pour moi, chirurgien viscéral, une chirurgie extrêmement confidentielle et très, très, très précise et très complexe. Ça me rappelle le début de la célioscopie où moi j'ai réappris la chirurgie à 50 ans avec l'arrivée de la célioscopie et je mesure très bien ce que représentent pour vous ces innovations fondées à la fois sur les études anatomiques réelles et sur la microchirurgie dont vous avez parlé. Est-ce que cette chirurgie est lente ou est-ce que vous arrivez par ces techniques de mini-invasives à faire des interventions plus courtes en incisant dans le creux axillaire? Oui, alors si je vous parle d'aujourd'hui, c'est pas la même chose que si je vous parle d'il y a quelques années. Aujourd'hui, cette opération me prend moins d'1 heure et en open, ça me prend 1 heure. Donc c'est complètement concurrentiel. C'est comme la butée sous arthroscopie qui me prend 45 minutes, alors que la première butée sous arthroscopie m'avait pris 3 heures. Ce grand dorsal, j'en ai une énorme expérience à ciel ouvert et en fait, avant de savoir le faire sous arthroscopie, vous avez compris que je l'ai fait à ciel ouvert et au début, ça me prenait facilement 1 heure et demie. Finalement, l'ouverture et la fermeture est un temps très long pour un chirurgien et l'arthroscopie n'a pas ce problème-là. Et donc, pour répondre à votre question, non, c'est pas plus long, c'est même plus court. Mais comme pour toute chirurgie qui progresse, on gagne du temps avec l'expérience, c'est évident. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que... Une autre question. Il y a une autre question. Oui. Oui, bonjour. Félicitations, un travail d'anatomie, de chirurgie absolument extraordinaire. Petite question tout à fait naïve. Je suis chirurgien thoracique et vasculaire, mais dans nos thoracoscopies, on est en 3D, j'imagine. La difficulté en 2D, et dans le discours simplement de la description de la technique, vous dites en 2D c'est difficile, etc. Vous n'avez pas une arthroscopie 3D? Si, merci pour la question technique, mais cette fois purement technique. L'arthroscopie 3D présente plusieurs problèmes. Nous sommes issus de l'arthroscopie, et pour l'arthroscopie, on a un trocard de 4,5 mm. Dès qu'on veut faire du 3D, vous avez finalement 2 caméras, il faut doubler le diamètre de l'endoscope, on va dire, ou diviser par 2 la qualité de l'image.
Donc nous sommes issus de l'arthroscopie et pour l'instant nous n'avons pas de 3D. Alors bien sûr je vais voir, et vous savez que je passe mes lundis après-midi à voir mes amis viscéraux qui font du 3D et c'est magnifique, seulement ils sont obligés d'avoir des lunettes. Je ne vous cache pas qu'on est en train de travailler sur un système 3D sans lunettes pour que le chirurgien soit complètement dans son contexte, mais je suis complètement d'accord avec vous, l'évolution de cette image sera le 3D. Ceci étant dit, on a des résolutions maintenant en 2D tellement précises, avec une lumière très profonde qui nous donne, c'est pas une vision 3D, mais qui nous approche, enfin qui nous améliore la notion de la profondeur et qui nous donne la distance des structures vasculaires qu'il faut savoir épargner. Je suis complètement d'accord que l'évolution c'est le 3D et comme on est en endoscopie maintenant, c'est la prochaine étape sur laquelle on est en train de travailler, vous avez raison. Là j'ai pas d'image à vous montrer. Peut-être qu'avec le 3D, tu vas séparer le grand dorsal du grand rond. Je le souhaite. Et il y a le robot aussi. Hein. C'est bien qu'il y a nos amis brésiliens qui font cette opération avec robot. Ils ont du 3D. Voilà. Donc il y a tout un travail qui se fait en 3D. Je suis tout à fait d'accord. On est dessus. Hein. Ça c'est clair. Bon Jean, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions là. Et on a été ravis de voir cette anatomie. Merci à vous. Hein. Est-ce que tu peux dire un mot de conclusion? Non, je te laisse le mot de la conclusion. Je vais dire un petit mot après. Au contraire. Mais c'est plutôt à toi de dire ce que tu penses. Oui, la conclusion, c'est que tout d'abord, je remercie tous les orateurs qui nous ont fait part de leur expérience, que ce soit Sophie Putman, Didier Ménard et puis Jean Cany. Je crois que l'Académie se veut transmettre l'excellence chirurgicale. Je pense que là, c'est des excellentes démonstrations, sous-tendues par un discours de la Charles Masquelet, un petit peu plus général et philosophique, mais qui, en fin de compte, se rapproche beaucoup de notre pratique quotidienne. Donc, je tenais à remercier l'Académie nationale de chirurgie d'avoir offert à la Sofcote l'occasion de faire une séance cet après-midi. Et j'espère que les gens qui ont regardé ont tiré un intérêt pour leur pratique quotidienne. Merci beaucoup. Juste un petit mot de conclusion de la part de notre président Henri Caudane qui a dû s'absenter. C'est une très très belle séance. Je remercie beaucoup Philippe Valenti de la qualité du choix de ses orateurs. Et je rebondis sur la remarque de Jean Cany à la fin de sa dernière réponse où il parlait de robots. L'Académie est très sensible à la diffusion de la technologie chirurgicale dans notre pratique de chaque spécialité et à l'enseignement de l'utilisation des robots, de manière à ce que on va disposer de plus en plus de robots différents dans toutes les spécialités, de manière à ce que cet enseignement soit fait au profit des malades et pour que les chirurgiens maîtrisent bien chaque technique de chaque appareil différent qu'on utilise de manière différente pour chacun d'entre eux. Donc cet intérêt de l'Académie pour l'enseignement et la diffusion de la chirurgie robotique est très très important et nous en reparlerons au cours de l'année et des années qui viennent. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi.